Bonsoir, chers amis. Je suis très heureux d'accueillir ce soir notre amie Brigitte Gauthier, notre association Bonjour. L214, voilà, qui depuis quelques années est vraiment sur le devant de la scène pour faire valoir, faire transformer nos valeurs éthiques et combler le fossé éthique qui reste encore après avoir la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits de l'enfant, le droit de la femme. Il reste encore un grand chose à accomplir pour traiter de façon décente les 8 millions d'espèces qui sont nos concitoyens en ce monde. Et Hugo Clément, donc journaliste, écrivain, réalisateur, et puis qui est un de ceux qui a lancé le référendum pour les animaux. Donc c'est une joie et voilà, de faire échanger des propos qui peut-être peuvent contribuer à des bonnes causes. Donc Brigitte, peut-être nous expliquer peut-être pour commencer où est-ce que nous en sommes aujourd'hui, faire un petit tableau de la situation, qu'est-ce qu'on peut faire, et après je demanderai à Hugo de faire de même. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Vraiment ravie d'être là en si bonne compagnie. Alors, qu'est-ce que le constat d'aujourd'hui, il est, enfin, pour moi, en deux parties. D'un côté, la situation pour les autres animaux n'a jamais été aussi dramatique qu'aujourd'hui, de par le nombre d'animaux qui sont aujourd'hui utilisés par les êtres humains. Alors, quand je parle de utiliser, c'est-à-dire qu'on les fait naître, on les fait grandir, on les tue notamment à 99%, pour 99% d'entre eux pour les manger. Donc, vraiment une situation tragique, comme on peut le montrer dans les images. Par exemple, la semaine dernière, on a montré un élevage de cochons qui était en relation avec ERTA, conditions d'élevage de cochons classiques dans un bâtiment fermé, détruit dans des espèces de cages là où les petits viennent téter à travers les barreaux. Puis après, quand ils sont un petit peu plus grands, ces enclos sur du caillebotis. Donc vraiment une situation absolument désastreuse, absolument dramatique pour les animaux, avec des conséquences aussi sur l'environnement, sur la santé publique, sur des questions sociales aussi, sur les conditions de travail, de revenus des éleveurs, des ouvriers dans les abattoirs, ramasseurs de volailles, etc. Donc vraiment un tableau très très sombre de la question animale aujourd'hui. Et en même temps, une prise de conscience forte, une attente sociétale très forte, beaucoup, beaucoup, beaucoup de concitoyennes, de concitoyens qui ont envie que ça change. Alors, un peu, beaucoup à la folie. Quelques-uns pas du tout, mais ils sont vraiment minoritaires. Mais il y a vraiment une volonté très forte de ne plus provoquer le malheur des animaux. Et pour certains, ça passe par la cohérence de ne plus les consommer ou plus consommer leurs produits. Pour d'autres, c'est par étape aussi de se dire on pourrait quand même euh, au moins les mettre dans des situations aussi pénibles pour eux, consommer moins, changer les conditions d'élevage pour que ce soit moins pire pour eux. Et là, on voit qu'il y a des avancées notamment déjà chez les citoyennes et les citoyens, avec beaucoup de changements d'habitudes alimentaires notamment ou d'habitudes d'achat. Dans les entreprises aussi, avec des engagements à plus ou moins brève échéance sur un certain nombre de critères pour faire reculer le malheur des animaux. Par exemple, ces entreprises qui sont engagées à ne plus utiliser d'œufs de poule élevés en cage de batterie ou d'utiliser des poulets élevés dans les pires conditions d'élevage ou d'abattage. Euh, et puis, des entreprises qui proposent de plus en plus d'alternatives à la consommation des animaux. Donc, on voit, en plus des pois chiches et des lentilles qu'on peut très bien consommer très facilement et qu'on a l'habitude de consommer, aujourd'hui, on nous invente des steaks, des saucisses, tout un tas de trucs qu'on peut cuisiner en 2 secondes très facilement sans causer de tort aux autres animaux. Et puis là où ça bloque le plus, mais pas partout, mais en tout cas sur la représentation nationale au niveau des parlementaires, au niveau du gouvernement, un blocage encore assez fort sur la condition animale. Aujourd'hui, on réussit à avoir des déclarations comme quoi le bien-être animal, c'est important, qu'il faut en tenir compte. On a des annonces, mais on n'a rien de très concret aujourd'hui.
Et c'est là où le référendum des animaux, c'est quand même pas mal. Alors, Hugo, expliquez-nous, où est-ce on en est de ce côté-là? Déjà, bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être avec vous. Je me suis allumé mon téléphone à côté là, pour suivre les commentaires du live en direct. Donc, si jamais Oh, ouais, tenez-nous au courant. Tiens-nous au ceux courant. qui nous regardent veulent nous poser des questions ou intervenir, j'essaie de garder un œil aussi. C'est ça qui est sympa avec les directs. Non, mais pour compléter ce que disait Brigitte, moi, je suis dans une démarche de journaliste, c'est-à-dire que j'essaye d'analyser la situation aujourd'hui et j'essaye de mettre mon métier au service de cette cause en laquelle je crois et en laquelle de plus en plus de Françaises et de Françaises croient. Et je pense que l'information, c'est vraiment la clé de tout. Et L214 l'a d'ailleurs montré au fil des années avec ses enquêtes. Ce qui explique qu'aujourd'hui, on tolère encore collectivement, en tant que société, en tant qu'espèce, des maltraitances qui sont tout simplement inacceptables quand on en est témoin. Je veux dire, ce qui se passe dans les abattoirs et dans les élevages, si ça se passait devant nous, on interviendrait. On ne trouverait pas ça normal. On voit ce qui est en train de se passer. Et le fait qu'on continue à tolérer ce système de production industrielle de viande et de poisson, il faudra qu'on en parle aussi, c'est que ce sont des choses qui sont cachées et qui sont volontairement cachées. L'opacité du système d'élevage industriel, d'abattage industriel, est un système qui est volontairement opaque. Et beaucoup de parlementaires qui ont travaillé sur ces questions, y compris des gens qui ont mené des commissions d'enquête parlementaires, nous ont expliqué que c'est très difficile déjà de savoir où sont les abattoirs, par exemple. Il n'y a pas de panneau d'indication qui disent l'abattoir est ici. On peut passer 10 fois, 15 fois, 30 fois devant un abattoir ou à proximité d'un abattoir sans savoir que l'abattoir est ici. Et donc, l'organisation de ce secret, de cette opacité autour du sort qu'on réserve aux animaux dans l'élevage industriel et dans les abattoirs est une organisation volontaire qui a pour but de prolonger un secteur d'activité très important en termes de chiffre d'affaires, en termes de retombées économiques. Les industriels de la viande savent très bien que s'il y a des caméras qui filment en direct dans tous les abattoirs et que ces images sont accessibles à tout le monde, et qu'il y a des caméras qui filment en direct dans tous les élevages industriels et que ces images sont accessibles à tout le monde, ils savent très bien que le niveau de consommation de ces produits chutera drastiquement parce que ce ne sont pas des choses qui sont acceptables pour beaucoup de gens. Et donc, moi, mon rôle de journaliste, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, c'est de mener des enquêtes, de révéler des choses, de montrer ce qui est caché, d'informer les gens sur les conséquences de l'élevage industriel, sur ce que ça implique. Et je pense que c'est très important de prendre ce sujet-là par le biais de l'information. Parce que quand la majorité de la population sera informée précisément de ce qui se passe, quand on arrivera à dépasser la propagande de la publicité, dire quand vous regardez les publicités pour les poulets ou pour le jambon, c'est de la pure propagande. On peut parler, si on parle que du jambon par exemple, où vous voyez des animaux qui sont heureux dehors, dans l'herbe, dans la forêt, etc. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais c'est extrêmement marginal. En France, c'est 95% des cochons qui sont élevés dans des bâtiments fermés sans jamais avoir accès à l'extérieur sur les caillebotis. Donc, c'est un sol grillagé en métal ou en plastique. Et donc, ce sont 95% des cochons français qui ne voient jamais la lumière du jour, qui n'ont jamais aucun contact avec des matières organiques, de la paille, de la terre, qui ne savent pas ce que c'est la nature, l'extérieur de l'élevage, et qui vivent toute leur vie dans des conditions de promiscuité extrêmes et abominables. Donc évidemment, il reste 5% de l'élevage porcin qui ne travaille pas comme ça. Sur ces 5%, il y en a 4% qui font de l'élevage en bâtiment fermé, mais sur paille. Et donc il reste 1% des cochons français qui sont élevés effectivement en plein air. Donc il ne faut pas dire que ça n'existe pas, mais c'est 1%. Et donc, souvent, quand on part dans ces discussions-là, on essaye de nous ramener vers ce 1%-là, en disant oui, mais tout le monde ne fait pas pareil, ce que montre L214, ce sont des exceptions, ça ne représente pas la manière de travailler du secteur, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors que c'est faux. Évidemment que les vidéos de L214, les vidéos des journalistes, parce que finalement, les vidéos des journalistes qui vont dans les élevages ressemblent étrangement aux vidéos d'L214. C'est la même chose, on voit la même chose, on assiste aux mêmes pratiques, et on se rend compte qu'en fait, c'est la norme aujourd'hui, l'élevage industriel. Pour le porcin, pour les volailles, pour les dindes, pour le lapin, l'élevage industriel en bâtiment fermé est la norme aujourd'hui en France. Alors, effectivement, ce n'est pas le cas pour les bovins, il faut le dire. Voilà, la majorité de l'élevage bovin se fait en plein air aujourd'hui en France. Il y a encore une certaine forme
d'exploitation familiale pour une partie de l'élevage bovin en France, mais pour tous les autres animaux, c'est l'élevage industriel qui est hégémonique. Voilà. Et donc, moi, mon métier, je le vois comme ça. Et le référendum pour les animaux, puisque c'est ça aussi le sujet, Mathieu, et désolé, je suis un peu long, hein, n'hésite pas à me couper. Non, mais il faut au contraire, c'est très… Et le référendum pour les animaux, l'objectif, c'est de se dire, aujourd'hui, il y a une attente sociétale qui est de plus en plus forte. Globalement, les Françaises et les Français en ont ras-le-bol d'assister impuissants à la maltraitance animale, parce que c'est le mot, hein. La manière dont on élève les cochons dans les élevages, c'est de la maltraitance. On peut tourner autour du pot, on peut dire oui, alors le bien-être et la maltraitance, c'est pas pareil. C'est de la maltraitance. L'élevage industriel, c'est de la maltraitance, et tous les scientifiques qui travaillent sur ces animaux-là vous le diront. On ne peut pas avoir des cochons heureux dans un élevage industriel. Et donc, l'objectif de ce référendum, c'est de combler le fossé qui existe, de plus en plus grand, entre les attentes de la majorité des citoyens d'un côté, qui ne veulent plus de ces pratiques-là, qui veulent changer, qui ne veulent plus de la chasse à courre, qui ne veulent plus des dauphins enfermés dans des piscines, qui ne veulent plus de renards, de blaireaux sortis avec des pinces de terrier pour être tués et réenterrés juste derrière, qui ne veulent plus de visons enfermés dans des cages qui sont ensuite gazés pour faire des manteaux de luxe que même pas 1% de la population peut s'acheter. Les citoyens ne veulent plus de ces pratiques-là majoritairement. Tous les sondages le montrent, les uns après les autres, depuis des années, les gens rejettent ça. Sauf que de l'autre côté, on a un monde politique qui, globalement, il y a heureusement des exceptions, on pourra en parler, il y a de plus en plus d'exceptions dans ce monde politique, il faut les saluer, mais qui, globalement, encore aujourd'hui, refusent la moindre avancée sur la question animale, sur la question de l'élevage, sur la question de la chasse. Globalement, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Alors, il y a des micro-mesures qui sont mises en avant. Alors oui, maintenant, dans certains élevages porcins, on met ce qu'on appelle des jouets. Donc, c'est ces espèces de cordes avec un petit truc en métal au bout qui fait du bruit. Et donc, certains nous disent que voilà, les cochons, ils ont un jouet, ou qu'on a rajouté des fenêtres, ou qu'on a élargi les cages. Enfin voilà, mais c'est des micro-mesures qui n'en sont pas. Et donc, il y a une absence de réponse politique qui est aujourd'hui criante sur la question animale. On ne comprend pas, moi je ne comprends pas, la majorité des citoyens ne comprennent pas pourquoi quelques lobbies très minoritaires, par exemple celui de la chasse à courre, qui concerne quelques dizaines de milliers de pratiques en France, pourquoi un lobby aussi minoritaire arrive à perpétuer cette pratique qui est cruelle, qui est de la maltraitance, qui est une forme de sadisme, alors que plus de 80% de la population n'en veut pas. Donc le référendum, il est là pour ça, il est là pour dire au lieu de débattre indéfiniment entre les quelques lobbies que le pouvoir écoute et la majorité des citoyens qui n'arrivent pas à se faire entendre, laissons parler la chose la plus démocratique qui soit, à savoir un référendum où tous les citoyens, toutes les citoyennes inscrites sur les listes électorales vont pouvoir aller voter sur ces questions-là. Est-ce que vous êtes pour ou contre interdire la chasse à courre? Est-ce que vous êtes pour ou contre interdire progressivement l'élevage intensif? Est-ce que vous êtes pour ou contre interdire les élevages à fourrure? Eh bien, laissons parler la démocratie. Et si, comme je le pense, et comme beaucoup de gens le pensent, et comme d'ailleurs certains lobbies le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils s'y opposent avec autant de force, si la majorité des citoyens votent pour l'interdiction de ces pratiques, pour changer, changeons enfin avec ce moyen-là. Parce qu'on se rend bien compte qu'à l'Assemblée, malheureusement aujourd'hui, dans l'état actuel des forces, quand un texte qui propose des mesures ambitieuses pour les animaux arrive devant les députés ou devant les sénateurs, il n'est même pas débattu, détricoté complètement, et il n'en reste quasiment rien. Alors, il y a des avancées, je finirai là-dessus et je vous rendrai la parole, mais il y a des avancées, hein, il faut le dire aussi. Barbara Pompili a annoncé récemment la fermeture des élevages à fourrure en France, a annoncé la fermeture progressive des delphinariums et donc de la captivité des cétacés, a annoncé également l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques. Donc, il y a des avancées, il faut les saluer. Et moi, je trouve que ces annonces de Barbara Pompili sont des annonces qui sont courageuses dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui et dans la situation du gouvernement telle qu'on la connaît. Ça ne doit pas être facile pour Barbara Pompili d'assumer ses décisions au sein du gouvernement. Donc, bravo à elle. Et c'est très bien que ça avance. Et c'est le fruit du travail des associations qui, depuis des années, se battent sur ce sujet-là et aussi du référendum qui a rajouté une pression supplémentaire. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, il faut aller plus vite. Et on se rend bien compte que la population française veut que ça aille plus vite. Quand vous regardez les sondages qui ont été faits sur cette question-là, ce qui est très frappant, c'est que c'est un sujet d'unité, la question animale. Il n'y en a pas beaucoup des sujets d'unité aujourd'hui dans notre société. On le voit quand on allume la télé tous les jours, quand on regarde les infos. Je ne sais pas si toi, Mathieu, tu regardes beaucoup les infos, mais en tout cas, pour les gens qui suivent beaucoup les informations, et c'est peut-être pour ça que tu es aussi heureux d'ailleurs, mais les gens qui regardent beaucoup les informations le savent, tous les sujets sont
des motifs de dissension dans la société. On se déchire sur les violences policières, on se déchire sur l'immigration, on se déchire sur l'emploi, on se déchire sur le coronavirus, on se déchire sur tout. On passe notre temps à s'engueuler, à se détester les uns les autres. Il y a un sujet, qu'on soit de gauche, de droite, de ce qu'on appelle les extrêmes, d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, qu'on habite en ville, à la campagne, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit employé, qu'on soit chômeur, qu'on soit chef d'entreprise, on se retrouve tous sur un sujet, c'est la question animale. On est tous d'accord, et toutes d'accord, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui sont dans la cause animale, même une majorité de femmes qui luttent sur ces questions-là, on est toutes et tous d'accord pour dire qu'il faut avancer là-dessus. Donc, saisissons l'occasion de nous réunir, de créer un peu de cohésion dans toute cette société pour faire quelque chose de bien pour des êtres sensibles, des êtres vivants qui n'ont pas accès à la parole et qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes avec les règles du jeu démocratique. Dites donc, vous êtes drôlement bons tous les deux. Hugo, juste pour éclairer ceux qui ne sont pas tout à fait au courant, où est-ce qu'on en est pour le référendum et est-ce qu'il prendrait la forme de multiples questions, comme tu disais, la chasse à courre, la chasse normale, etc., etc. Rappelle un petit peu aux lecteurs, à nos auditeurs. Je vais rappeler rapidement. Et aussi, où est-ce que la situation par rapport à les chances de se faire et l'échelle de temps. Alors, le référendum d'initiative partagée, puisque c'est ça le nom officiel, c'est donc un processus qui permet de soumettre un texte au référendum à deux conditions. La première, c'est que 185 parlementaires, donc députés ou sénateurs, soutiennent le projet. Donc là, aujourd'hui, on en est à 145. Donc, on est un peu bloqué, il faut le dire. Ça fait quelques semaines qu'on a du mal à engranger des soutiens supplémentaires. Donc, il nous manque une quarantaine de parlementaires pour passer cette barre des 185 et pouvoir enclencher le processus. Ça, c'est la première étape. Donc, on a besoin du soutien des parlementaires pour enclencher le processus. Si on a déjà 145 qui nous soutiennent, c'est déjà énorme. Voilà. On ne s'attendait pas à en avoir autant. Il faut les saluer parce que c'est des positions courageuses dans leur groupe politique. Il y a des députés qui prennent des coups pour s'engager sur ces questions-là. Il y a des députés qui sont moqués encore aujourd'hui parce qu'ils s'engagent sur ces questions-là. Donc, il faut les saluer, il faut les remercier. Et des sénateurs et des sénatrices, évidemment. La deuxième étape, une fois qu'on a, je l'espère, 185 parlementaires, c'est d'obtenir 4 700 000 signatures de citoyens. Donc, c'est beaucoup, c'est 10% du corps électoral. Et si on obtient 4 700 000 signatures, on a un délai de 9 mois pour les obtenir, et ben, le texte doit être soumis à l'Assemblée dans un délai de quelques mois, je ne veux plus dire de bêtises, mais de quelques mois. Et s'il n'est pas soumis à l'Assemblée en l'état, il est soumis au référendum. Et donc, les Françaises et les Françaises peuvent voter pour ou contre. Alors, c'est pour ou contre le texte dans son ensemble. Ce n'est pas pour ou contre chaque mesure. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi d'en mettre que 6. On aurait évidemment voulu en mettre beaucoup plus, des mesures dans ce texte. On peut penser à l'interdiction de la corrida, par exemple, qu'on aurait pu mettre, et plein d'autres mesures. Mais il fallait en choisir quelques-unes pour que ça soit cohérent de voter pour ou contre l'ensemble des mesures. Si on met 25 mesures dedans, bon, ça perd un peu de son sens de demander aux gens de choisir pour ou contre le texte, quoi. Voilà où on en est aujourd'hui. C'est un marathon, on n'est pas pressé. La cause animale, elle s'est invitée dans le débat public, elle y est bien implantée et on va tout faire pour qu'elle y reste. On va tout faire pour que ce soit un sujet de discussion qui rythme aussi la future campagne présidentielle. Donc, on n'est pas pressé. On est pressé évidemment pour les animaux, pour que les choses s'améliorent. Mais voilà, on est prêt. Je parle en mon nom, mais je parle aussi au nom de tous les initiateurs et puis de toutes ces associations, une soixantaine d'associations aujourd'hui qui sont partie prenante de ce processus. On prendra le temps qu'il faut pour faire avancer ces questions concrètement parce que je pense que le combat en vaut la peine. Bien, écoutez, là, c'est formidable tout ce que vous venez de dire. Moi, je vais juste réagir sur quelques petits points. Effectivement, loin des yeux, loin du cœur. Donc, si c'est dissimulé, on sait bien que c'est à dessein. C'est probablement plus difficile de rentrer, disait quelqu'un, dans un abattoir comme ça, de but en blanc, si on est journaliste ou photographe ou autre chose, que d'entrer dans une centrale atomique. Et effectivement, le mensonge sur ce qui se passe avec les vaches heureuses dans les prés, bon, les vaches, il y en a quelques-unes, comme tu disais. Et je me souviens d'un exemple, sur les murs d'un abattoir aux États-Unis, où on n'avait pas des scènes champêtres de vaches heureuses avec des petites fleurs et des enfants qui jouent sur les murs d'un abattoir. Et comme disait, je crois, Tom Reagan, si les murs des abattoirs étaient faits de verre, on arrêterait presque tout de suite. Et je me souviens d'une vidéo
très révélatrice, justement ce que tu dis, si les gens voyaient, ce serait insupportable, ça ne résisterait pas, ça s'écroulerait en l'espace de quelques semaines, quelques mois. Il y avait cette vidéo, vous avez sans doute vu, où c'est dans un supermarché, on voit une dame qui veut demander du jambon, et le gars dit « Ah, très bien », puis il prend des canards ou des petits cochons, et il commence à la mettre dans une machine. Et la dame dit « Mais qu'est-ce que vous allez faire ?»« Ah ben, je vais préparer votre jambon, ce sera tout frais, là. »« Ah, mais surtout pas !» Donc, la totalité des gens dit « Je veux pas ça ». Et ça demande pas grand-chose pour se rendre compte que c'est ça ce qui se passe tout le temps et qu'en même temps, et il y a cette complète dissonance cognitive. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire du petit chat qu'un gars s'était filmé en train de le lancer contre un mur, et je ne saurais plus son nom. La France entière s'était émue pour ce petit chat. Bon, c'est très bien. Ou une vache qui s'était échappée d'un abattoir en Hollande et tout le monde était sauvé la vache, même la reine de Hollande était intervenue. Mais le même jour, il y a 500 000 animaux qui étaient tués dans des conditions horribles. Donc, il y a quand même cette faculté de l'être humain d'empathie, de sympathiser, qui est naturelle. On est content de vouloir sauver la vie de cette vache qui est très maligne, qui a réussi à s'échapper, qu'on n'arrive plus à attraper dans les bois, du petit chaton qui a survécu finalement, qui a retrouvé son... Mais en même temps, on ne veut pas ou on ne peut pas voir, on n'a pas sous les yeux ce qui nous inciterait à changer de façon dramatique. Il y a évidemment donc toute cette désinformation. Il y a aussi une manque de prise de conscience, comme tu disais, de la magnitude de ce qui se passe. Moi, j'ai un chiffre qui m'a beaucoup impressionné. J'avais regardé le nombre d'Homo sapiens qui existait sur Terre depuis qu'Homo sapiens existe, notre espèce. Il y a eu pas mal d'hominides, mais Homo sapiens sapiens. Ben, ce n'est pas autant que ça, parce qu'il y a encore 12 000 ans, on n'était qu'entre 2, 3, 5 millions maximum. On estime à peu près entre 110 et 120 milliards. Bon, on n'est pas sûr, évidemment, il n'y a pas de census. Mais parce que, encore une fois, c'est très récent. Le premier milliard, c'était au début du 19e siècle, je crois. Et donc, c'est le nombre d'animaux qu'on tue pour nos soi-disant prétendus besoins tous les 2 mois, comme si de rien n'était, comme si ça ne posait pas le moindre problème. Donc là, on se dit, il y a un décalage éthique invraisemblable, comme quoi s'ils étaient totalement à notre disposition, qu'on pourrait faire ce qu'on voulait. Et il y a aussi le manque de connaissances sur le fait que tout le monde y perd. Bon, bien sûr, les animaux en premier, puisque c'est les victimes. Mais pas seulement ça, même si on est très anthropocentré, ben, le climat y perd bien sûr, parce que c'est une des causes les plus importantes d'émissions de gaz à effet de serre, toute la chaîne qui mène à l'élevage industriel. On avait estimé ça à 15% mondialement. Une fois, j'avais été une sorte de confrontation avec celle qui était porte-parole à l'époque de la FNSEA, qui dit oui, mais en France, c'est pas comme ça. Ce qui compte du point de vue du climat, c'est mondial. Donc, c'est clairement ça. Il y a même si on s'intéresse aux humains à tort, c'est quand même un facteur pour la pauvreté dans le monde, puisque les presque 800 millions de tonnes de soja, de maïs qui viennent des pays en voie de développement pour faire élevage industriel avec une usine de protéines à l'envers, parce qu'il faut 10 kilos de protéines végétales qui peuvent nourrir 1 milliard de personnes pour faire seulement 1 kilo de viande. Donc, c'est complètement loufoque comme résultat au point de vue pour nourrir la planète. Donc, tout le monde y perd de A jusqu'à Z. Et un sondage qui m'avait beaucoup éclairé, qui a été fait en Australie, pourquoi est-ce que finalement on voulait manger de la viande? Et en fait, 80%, c'est parce que j'aime ça. Il n'y a jamais un argument éthique, c'est un motif complètement futile. D'autres, c'est parce que je ne sais pas quoi faire à manger, ou parce que ça fait un peu bizarre dans la famille si je suis seul à ne pas en manger. Enfin, c'est des causes complètement secondaires. Et il n'y a jamais eu un argument éthique valable, ni pour la santé, ni pour rien du tout, pour, disons, justifier tout ça. Alors, et c'est là où on voit le décalage entre finalement les hommes politiques et les citoyens, mais on ne comprend pas très bien pourquoi, parce qu'ils ont quand même certains ont été élus récemment, notamment ils n'étaient souvent pas des professionnels de la politique dans le dernier gouvernement en tout cas, des gens qui se sont présentés parce qu'ils étaient enthousiastes. Et c'est le décalage entre l'opinion publique et la tiédeur ou même la résistance des hommes politiques. Et c'est dans tous les domaines, que ce soit la corrida, que ce soit la chasse. Il y a 80% des Français qui ont peur de se faire tirer dessus en se promenant dans les bois. Il y a 20 millions de promeneurs pour 1 million de chasseurs. Donc, ils sont terrorisés par une personne sur 20. Pour l'élevage industriel, je crois que ce n'est pas 80%. Donc, c'est
c'est pas comme la peine de mort où il a fallu, Roger Badinter a dû lutter contre à l'époque une opinion qui était en gros quand même un peu plus favorable que défavorable au maintien de la peine de mort. Et il a arraché ça à Mitterrand. Mais là, on a le peuple derrière nous. Et je crois simplement, une des raisons, c'est que les 20 millions de promeneurs, ils ne sont pas organisés en lobby efficace. Ils ne vont pas immédiatement embêter le député, le maire. Ils sont mécontents et contrariés et frustrés, mais il n'y a pas une organisation aussi formidable, une machine aussi formidablement efficace que le lobby des chasseurs, par exemple. Et il y a des choses absolument aberrantes. Là, récemment, j'ai lu le livre de Pierre Rigaud, Pas de fusil dans la nature. Je ne savais même pas qu'il y avait, pourtant j'avais lu un autre, celui de Marc Giraud, qui était très bien, il y a 1000 enclos de chasse en France. Alors, je ne savais pas ce que c'était qu'un enclos de chasse. Et un enclos de chasse, ça peut être 10 hectares, 100 hectares. Il suffit qu'une petite baraque au milieu. On peut chasser toute l'année. Donc, c'est enclos. Et l'État n'a pas le droit de rentrer. Ils peuvent tout au mieux vérifier si les gens ont des permis de chasse à l'entrée et à la sortie. Et dedans, vous avez des cerfs de Pologne, des mouflons qui viennent d'Afrique du Nord. Vous payez un tarif pour un très beau cerf, ça peut être 4 000 €. Et puis, ils sont confinés, donc vous pouvez tirer où vous voulez. Et c'est un succès fou. Il y a des dizaines de milliers, enfin, je ne sais pas combien il y en a, j'ai oublié, je ne veux pas dire des bêtises, mais c'est énorme. Et tout ça se passe, il y a des choses qui sont illégales, comme on fait déchiqueter des sangliers par des meutes de chiens. Normalement, c'est illégal, mais comme les portants de la loi ne peuvent pas rentrer. Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. L'échelle est beaucoup moins grave que l'élevage industriel et les autres choses. Mais c'est ce décalage entre, effectivement, la volonté citoyenne, l'opinion des citoyens, le sentiment des citoyens et la difficulté à faire passer des lois. Je me rappelle, on m'avait invité pour parler au moment où l'idée, c'était de faire passer une loi pour que les moins de 18 ans ou de 16 ans soient spectateurs à la corrida. C'est quand même pas... C'est pas dramatique comme décision. Hein. Je veux dire, c'était recommandé par la protection de l'enfance des Nations Unies. C'est pas le 214, si je peux me permettre. C'était pour la protection des enfants. Ils étaient sympathisants à la cause animale, bien sûr, mais la loi sur laquelle ils se fondaient, c'était parce que ça traumatisait beaucoup d'enfants. Alors, c'était très bien. La plupart des parlementaires étaient pour, mais on a dit qu'il faut attendre les élections municipales. Et puis, j'ai fait un article dans le Figaro, et puis tous les intellectuels me sont tombés dessus en disant c'est comme si vous auriez ostracisé Oscar Wilde, je n'ai pas le rapport, vous allez tuer la fibre créatrice des enfants, je ne vois pas très bien en quoi ça. Je veux dire que on voit le nombre d'enfants qui ont été traumatisés, il y a eu des études. Donc, il y a une espèce d'illogisme, de réaction atavique, c'est par rapport à la chasse à courre et tout, qui n'a plus aucun sens, qui ne correspond pas à la majorité des Français. Donc, alors, comment est-ce que cette majorité, pourquoi n'est-elle pas suffisamment écoutée? Est-ce que c'est parce qu'elle est trop diluée et qu'il n'y a pas cette espèce d'union qui fait que ceux qui sont vraiment à fond pour... soit pour le gavage des oies, soit, vous savez, ils sont extrêmement organisés, ils parlent fort, ils ont souvent des fusils à la main. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire entendre la voix de la vaste majorité? Qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis? Brigitte, vas-y si tu veux. Je trouve qu'on a plusieurs sujets quelque part. Ce que tu disais, Mathieu, puisqu'on essaye de faire aussi, c'est de donner de l'information, de montrer, et puis on se dit, en montrant, juste simplement, les gens vont prendre conscience, et puis forcément, ça va avancer. Alors, jusqu'où ira la prise de conscience? Bien sûr, avec L214, on essaye de la pousser le plus loin possible, c'est-à-dire d'être cohérent avec la morale qu'on a en commun, que maltraiter et tuer sans nécessité, aujourd'hui, c'est refusé par tout le monde, sauf, ce truc-là s'arrête à la limite de nos assiettes, quoi. Quelque part, il n'y a pas de façon douce de tuer un être vivant qui ne veut pas mourir. Voilà, et la question, elle est là. Et après, il y a effectivement des conditions qui sont plus ou moins pires, dans le sens de l'élevage industriel où on est là, pour le coup, il n'y a pas débat parce que autant sur la question de notre
comportement vis-à-vis des animaux, tout le monde ne remet pas en question le fait de tuer des animaux, alors non pas pour se nourrir, mais par habitude, par plaisir, autant la vaste majorité, elle est clairement déterminée à en finir avec l'élevage intensif, c'est-à-dire ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux. Et là-dessus, effectivement, on a un blocage politique qui est très important, mais je dirais au niveau des parlementaires. Alors, c'est là où on voit le travail de lobbies qui ont réussi, hein, notamment la FNSEA, les JA, etc., qui ont vraiment l'oreille du ministre. Enfin, nous, on peut le voir à de nombreuses reprises à l'encontre de L214, même tout simplement, avec cette convention qui a été passée entre le ministère de l'Intérieur, la gendarmerie, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, où il y a un focus qui est mis sur les actions qui critiquent le modèle agricole majoritaire aujourd'hui, qui est justement ce modèle majoritaire qui est le plus désastreux pour les animaux, évidemment, mais aussi pour les humains et pour la planète dans son ensemble, de toute façon. Donc, on est vraiment en face de fortes résistances. Mais, espoir, au niveau municipal, on a quand même aujourd'hui des maires qui sont engagés. On a 76 mairies sur les villes de plus de 50 000 habitants qui se sont engagés à avancer sur la condition animale, qui ont signé la charte Une ville pour les animaux de L214, que vous pouvez retrouver sur le site Politique Animaux, et qui s'engagent par là même à avancer dans le temps de leur mandat, à éliminer des cantines scolaires tous les produits qui sont issus d'animaux qui seraient dans des élevages intensifs, à proposer 2 journées végétarienne ou mieux végétalienne par semaine et à proposer l'option végétarienne ou mieux végétalienne tous les jours et à avoir un élu conditions animales et puis d'autres choses. Mais pour nous, c'est un des fondements. Il y a aussi des choses sur les conditions d'abattage des animaux où aujourd'hui, on sait qu'il y a des pratiques qui sont pires que d'autres, notamment les abattages sans étourdissement, notamment les abattages avec du dioxyde de carbone pour les cochons, notamment les abattages où vous suspendez les animaux, les oiseaux notamment, avant même de les avoir étourdis. Donc toutes ces pratiques, elles sont connues comme étant encore pires pour les animaux. Et du coup, avec L214, on s'est donné quelques objectifs. Favoriser, faciliter le fait de ne pas manger les animaux et pas manger les produits d'origine animale, hein, puisque le lait, les œufs, et puis il ne faut pas oublier les poissons, il y a vraiment le sujet, il est bien présent là aussi. Donc, on a vraiment ce pan-là. On a ce pan d'essayer de faire reculer le pire du pire et puis provoquer ce débat public autour de la place qu'on accorde aux animaux. Et effectivement, au niveau de la représentation nationale, ce débat, il a du mal à avoir lieu sans qu'on ait, comme on l'a vu encore dernièrement sur la proposition de loi du groupe EDS qui reprenait les mesures du référendum pour les animaux, où on a eu des poncifs, oui, des discours qu'on ne devrait plus entendre aujourd'hui au vu de l'urgence qu'il y a. Encore hier, la Convention citoyenne pour le climat porte dans son livret Se nourrir une mesure qui dit dans la restauration collective, il faudrait une option végétarienne. Voilà. Et il faudrait l'instaurer à partir de 2022 de façon obligatoire pour toute la restauration collective. Et le ministre de l'Agriculture a transformé ça en option, donc en option pour les collectivités volontaires. Et puis on va faire une expérimentation sur 2 ans. Ça rappelle singulièrement l'expérimentation pour les abattoirs volontaires du contrôle vidéo, qui est un cuisant échec puisqu'on a 3 abattoirs sur 1000 qui se sont lancés dans cette expérimentation. Donc on se demande bien quels vont être les résultats mirobolants de cette... voilà, quand ils veulent freiner, enterrer une mesure, c'est exactement ça qu'ils font, quoi. Et de la même façon, on pourrait aussi passer par les écoles. Les enfants, ils ont
empathie spontanée pour les animaux. Et aujourd'hui, à l'école, on voit tout un tas de lobbies qui ont des choses à vendre défiler, notamment Interbev sur la question de la viande, le CNIEL sur la question du lait. Et on voit notamment le ministre de l'Agriculture agir pour empêcher les ONG d'y aller, notamment L214, mais absolument, ça ne le gêne absolument pas que Interbev ou l'industrie du lait ait le tapis rouge dans les établissements scolaires. Il y a vraiment une emprise aujourd'hui, et je ne dirais pas des éleveurs en général, parce qu'il y a aussi beaucoup d'éleveurs qui nous contactent aujourd'hui en disant combien ils sont malheureux, combien ils aimeraient changer le système, combien aujourd'hui c'est impossible de le changer, parce qu'il y a des dirigeants de coopératives, des dirigeants de syndicats qui ne sont absolument pas à l'écoute même de leur propre terrain. Donc il ne faut pas dire c'est les éleveurs contre les véganes ou je ne sais pas quoi, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a vraiment des intérêts particuliers qui s'expriment et qui ne parlent même pas au nom de toute une profession. Enfin, voilà, qui rêve dans le monde de l'élevage d'avoir un élevage avec 100 000 poules dans un même bâtiment et dont le travail va se résumer à vérifier que l'alimentation marche bien, que le tapis pour récupérer les fientes marche bien, et puis à ramasser les cadavres des poules mortes. Enfin, c'est même pas ça l'imagination même des éleveurs, même pour eux, même s'ils ne remettent pas en question le fait de tuer les animaux au final, il y a quand même une gradation aussi dans ce domaine-là, quoi. Je crois. Oui, c'est déshumanisant pour soi de maintenir de telles pratiques. Alors, récemment, là, j'ai vu ici dans le Périgord, il y a quelques boîtes qui arrivent, les œufs qui ne tuent pas les poules. Alors, il paraît que c'est une entreprise, ça a l'air sympathique, qui les garde jusqu'à ce qu'elles meurent de leur belle mort, même si elles ne pondent plus. Évidemment, c'est petit encore, mais il y a des choses intéressantes. Mais c'est vrai que, je vois, par exemple, j'avais vu cet exemple-là, c'est juste un des exemples. Dans l'Aquitaine, je crois que la Fédération de chasse a 650 000 € de subventions. Et dont une partie, c'est pour que les chasseurs puissent aller enseigner dans les classes, comme s'il n'y avait pas assez de scientifiques, de naturalistes, de gens qui s'y connaissent sur la nature pour soit être professeurs de sciences, c'est leur boulot, soit c'est porter volontaire pour apprendre un peu l'écologie. Et voilà, on se dit, on a l'impression que c'est tellement absurde, mais en même temps, voilà, c'est très difficile de changer les mentalités. Il y a tous ces lobbies financiers, etc., etc. Ouais. Enfin, voilà. Pour répondre, Mathieu, à ce que tu disais sur pourquoi on n'arrive pas à avancer alors que l'écrasante majorité des citoyens sont d'accord avec le fait qu'il faut avancer sur la question animale. Moi, je pense que c'est lié effectivement au poids des lobbies, mais c'est lié aussi à une vision complètement dévoyée, complètement fausse que les responsables politiques ont de la ruralité. C'est-à-dire que beaucoup de responsables politiques sont restés dans les années 50 et pensent que la ruralité en France, c'est que des chasseurs, que des éleveurs qui travaillent dans les élevages intensifs, que c'est voilà, beaucoup d'hommes politiques pensent que la ruralité, c'est que les chasseurs. Alors que quand on regarde les chiffres, la ruralité, c'est surtout autre chose que des chasseurs. Le fantasme du chasseur ruraux qui est dans son village, etc., ça existe évidemment, mais il y a aussi beaucoup, et ça on en parle moins, de chasseurs urbains qui viennent le week-end passer un week-end à la campagne pour assister à une partie de chasse, qui vont dans les enclos de chasse dont tu parlais pour tirer du gibier sur commande. D'ailleurs, on sait très bien que sur certains types de gibier, notamment le petit gibier, les faisans, 9 faisans sur 10 chassés en France proviennent d'élevage, sont élevés dans des élevages intensifs et sont relâchés spécifiquement pour être tués. Oui, il y a 60% qui ne survivent pas et il faut qu'ils survivent dans la semaine, sinon ils sont morts tout seuls d'eux-mêmes. Et souvent tués par des chasseurs urbains qui viennent se faire plaisir pour faire un petit ball-trap le week-end. Donc il y a énormément de gens en ruralité et on en a eu malheureusement le triste exemple encore il y a quelques jours, hein, énormément de gens qui en ont ras-le-bol des nuisances liées à la chasse. On peut penser à ce jeune Morgan Keane qui avait 25 ans, qui a été tué dans le Lot
par un chasseur alors qu'il coupait du bois devant chez lui, qui s'est pris une balle parce que le chasseur l'a confondu avec un sanglier. C'était un jeune gars de 25 ans qui a vécu toute sa vie à la campagne, qui habite à la campagne, qui était devant chez lui en train de couper du bois et qui se prend une balle parce qu'on l'a confondu avec un sanglier. Et l'image que les politiques ont de la ruralité est complètement fausse. Complètement fausse. C'est justement dans la ruralité qu'il y a le plus d'opposition à la chasse. C'est justement dans la ruralité, on le voit dans l'Oise, etc., qu'il y a le plus d'opposants à la chasse à courre, parce que ce sont ces gens qui vivent en ruralité qui sont en première ligne face à la chasse et qui subissent les nuisances. Quand vous habitez à Paris en centre-ville, vous n'êtes jamais dérangé par les chasseurs. Vous n'êtes jamais empêché d'aller vous balader à cause d'une battue. Vous n'êtes jamais… Les dimanches, les gens, ils ne veulent pas sortir. Oui, exactement. Moi, j'ai des coups de feu à 100 mètres en dessous de chez moi, mais des fois, je m'éloigne de la fenêtre. On me disait, bon, on ne sait jamais. Et j'ai été au Népal pendant l'insurgence maoïste. J'ai entendu des coups de feu. J'ai vu des maoïstes passer, puis l'armée le lendemain. Mais j'ai jamais été si près où il y avait 4-5 coups de feu à droite et à gauche. Et on se dit, bah, attends, on n'est pas en guerre quand même. Voilà, non, il y a un vrai, je pense qu'il y a un vrai ras-le-bol et je pense que ça va commencer à se faire sentir et à s'organiser effectivement en groupe de pression citoyen. Et pour moi, il y a deux moyens. Voilà, il y a deux moyens d'agir. Il y a deux moyens de faire passer les messages qu'on veut faire passer. Il y a d'abord la carte bleue. Qu'est-ce qu'on achète? Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette? Alors moi, mon message, bon, voilà, j'ai pas le même discours que Brigitte ou que L214, c'est pas mon rôle. Moi, mon message, c'est pas de dire devenez tous véganes demain. C'est la seule solution. Il n'y a que ça à faire. Moi, mon message, c'est de dire que le niveau actuel de consommation de produits animaux, de consommation de viande, de consommation de poissons n'est, pas compatible avec quelque bien-être animal que ce soit. On ne peut pas avoir un bien-être animal avec de l'élevage intensif. Ce n'est pas possible. C'est contradictoire. Et le niveau de pêche actuel est incompatible avec le fait de préserver les océans et d'éviter que les océans meurent. Parce qu'on parle beaucoup de l'élevage depuis tout à l'heure, mais ce qui se passe dans les océans est au moins aussi grave que ce qui se passe dans l'élevage. On est en train de vider les océans à un niveau complètement hallucinant. On estime qu'il y a entre 1000 et 2500 milliards de poissons qui sont pêchés chaque année. Entre 1000 et 2500 milliards. 2500 milliards. Et sur ces milliards, sur ces milliers de milliards, le WWF estime qu'il y a environ 30% de ces captures qui sont ce qu'on appelle des captures accessoires, c'est-à-dire que ce sont ces poissons ou des mammifères marins, des tortues qui sont capturés dans des filets et qui sont rejetés morts à la mer parce qu'ils ne sont pas visés par la pêcherie, qui ne sont pas commercialisables. Donc il y a 30% de ces 1000 à 2500 milliards de poissons qui meurent pour rien, qui ne sont même pas consommés, qui sont simplement rejetés à la mer. Il n'y a pas que des poissons. On le voit avec les dauphins en France, on voit avec ce qui se passe actuellement au niveau des dauphins. La France est le pays d'Europe qui tue le plus de dauphins, en tout cas plus de 10 000 chaque année, selon les estimations du laboratoire Pélagis. Plus de 10 000 dauphins chaque année en France sont tués par les filets de pêche, parce qu'ils sont prisonniers des filets qui pêchent le bar, le merlu, parce que les dauphins, en gros, chassent les mêmes proies que le bar et le merlu, et donc se retrouvent dans les zones de chasse de ces poissons-là qui sont visés par la pêche. Donc, il y a un massacre total dans les océans qui est complètement passé sous silence parce que c'est à l'abri des regards, parce qu'il n'y a pas une association qui peut aller mettre une caméra au fond de l'eau pour savoir ce qui se passe. Alors, il y a Sea Shepherd qui fait un travail formidable et qui documente au maximum les dégâts causés par la pêche en France et dans le monde, mais c'est très compliqué de savoir ce qui s'y passe, et donc comme ça se passe à l'abri des regards, c'est dans l'impunité la plus totale. C'est dans l'impunité la plus totale. Et ça va en augmentant, c'est-à-dire que autant on peut voir des signes d'espoir sur la consommation de viande, puisque ça diminue en France ces dernières années, ce qui est quand même une tendance à saluer, autant c'est l'inverse qui est en train de se passer sur le poisson. La consommation de poissons augmente en France, augmente dans le monde. Et une étude qui est sortie il y a 2-3 ans estime qu'en 2050, il y aura plus en masse de plastique dans l'océan que de poissons. Et on a beaucoup le discours, on entend beaucoup le discours de c'est la nature. C'est-à-dire que l'homme a toujours mangé de la viande et du poisson, on est fait pour ça, c'est la nature, c'est naturel. Alors, oui, c'est effectivement une forme de nature pour l'homme, qui est un animal omnivore, de consommer de la chair animale. Effectivement, il y a d'autres animaux omnivores, comme l'ours, comme le cochon, dans certaines situations. Pas dans les élevages intensifs, bizarrement, dans les élevages intensifs, le cochon est végétarien. Comme quoi, un omnivore peut être végétarien. Mais bon, voilà, le cochon, le singe, toutes ces espèces omnivores peuvent effectivement consommer aussi de la chair animale. Mais ce n'est pas la majorité de leur régime.
c'est même très minoritaire dans les régimes de ces espèces-là. C'est souvent des choix alimentaires qui sont faits en cas d'extrême nécessité, quand la nourriture végétale n'est pas ou peu disponible. Mais ce sont surtout des espèces qui, à aucun moment, que ce soit les espèces omnivores ou les espèces carnivores, les prédateurs, qui à aucun moment ne vont mettre en danger leurs ressources dont ils dépendent. À aucun moment. La nature, c'est ça. La nature, c'est qu'il n'y a pas d'espèce, à part la nôtre, qui déstabilise l'écosystème au point d'affaiblir les espèces dont on dépend pour survivre. Effectivement, aujourd'hui dans le monde, il y a des hommes qui dépendent du poisson pour survivre, qui dépendent de la chasse pour survivre. C'est vrai. À Madagascar, il y a des villages de pêcheurs qui, sans la pêche, ne pourraient pas survivre. En Sibérie, où je suis allé, il y a des villages où il fait moins 70 degrés en hiver, où vous ne pouvez pas cultiver un radis, où il n'y a rien qui pousse, et où ils mangent du poulain depuis des siècles, parce que c'est la seule chose qu'ils peuvent élever et qui leur permet de survivre. C'est vrai. Il ne faut pas le nier, c'est vrai. Mais dans nos sociétés, 1%. dans nos sociétés occidentales, en France aujourd'hui, dans nos sociétés riches, où toute la nourriture est accessible à profusion et avec une facilité déconcertante, il n'est pas nécessaire de manger de la viande et du poisson pour être en bonne santé et pour vivre très correctement. Ça, c'est un fantasme qui est entretenu par l'industrie, de faire croire aux gens que si on arrête de manger de la viande et du poisson, on va tomber malade. C'est faux. C'est faux en France. Voilà. Et je pense que c'est très important de préciser ça. Par exemple, sur la pêche, il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle la pêche de subsistance, c'est-à-dire les gens qui vont pêcher le poisson pour le consommer eux-mêmes ou pour le consommer avec leur famille ou leur communauté, et les gens qui vont pêcher le poisson pour le vendre. Et il faut distinguer les deux choses. Il y a la pêche de subsistance, qui concerne une toute petite minorité du volume de poissons pêchés annuellement, évidemment. Pas important, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas le chiffre en tête, mais en tout cas une toute petite minorité. Et de l'autre côté, la pêche commerciale, qui est là pour faire du business, qui n'est pas du tout là pour subvenir aux besoins et à la survie d'une population, mais pour engranger des profits. Là, au moment où on se parle, il y a 8 chalutiers géants qui sont en train de pêcher au large de Fécamp, à peu près à 25 000 marins au large de Fécamp, en ce moment même. 8 chalutiers géants qui font entre 80 et 120 mètres, qui sont pour la plupart néerlandais et qui peuvent pêcher 200 tonnes de poissons par nuit. 200 tonnes de poissons, c'est l'équivalent de ce que traite la criée de l'Orient en une journée. Toute la criée de l'Orient. Donc des dizaines de petits bateaux de pêche artisanale. En une nuit, un chalutier géant peut pêcher autant que toute la criée de l'Orient. Et là, il y en a 8 en ce moment qui sont dans un tout petit secteur au large de Fécamp et qui ratissent la mer. Ça, je suis désolé, mais c'est l'inverse de la nature. C'est l'inverse de la nature. C'est même contre nature. On détruit des stocks, on détruit des espèces, on pousse des écosystèmes à l'effondrement pour répondre à des besoins qui ne sont pas vitaux, qui sont simplement des besoins de confort et que je peux comprendre. Moi, mon papa est pêcheur. Mon papa est chasseur sous-marin. Il a toujours chassé du poisson. Donc, depuis tout petit, je mange du poisson. Bon, plus depuis 5 ans parce que je suis végétarien, mais j'ai presque toute ma vie mangé du poisson. Donc, je peux comprendre, moi, l'argument de c'est bon. Oui, c'est super bon. Et le plaisir, tu disais tout à l'heure, Mathieu, qu'il n'y a pas d'argument éthique. Mais pour moi, l'argument du plaisir est un argument éthique quelque part. C'est-à-dire que le plaisir de vivre, le fait de se faire plaisir, de passer de bons moments, de partager des repas qui sont aussi des lieux de sociabilité avec la famille, avec les amis, souvent dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de groupes d'amis, tourne autour effectivement de la viande, de poisson, le barbecue en été, le poisson grillé au bord de la mer à la plancha, c'est synonyme aussi de sociabilité. Et donc je peux comprendre que cet argument soit recevable. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se priver de ces moments-là, bien qu'on puisse faire des barbecues avec des légumes, mais c'est un autre sujet. Mais donc c'est vrai que c'est un plaisir et c'est vrai que ça peut être un argument. Mais il faut arrêter de mentir aux gens et de dire que c'est indispensable pour être en bonne santé. La plupart des études qui ont été menées d'ailleurs sur ces questions-là ont plutôt tendance à montrer l'inverse, c'est-à-dire à montrer que l'espérance de vie globale des végétariens et des véganes est supérieure à l'espérance de vie des gens qui ont un régime omnivore. Il y a des taux de cancer beaucoup plus faibles chez les végétariens, il y a des taux de diabète beaucoup plus faibles chez les végétariens, il y a des taux d'obésité beaucoup plus faibles chez les végétariens, etc., etc. Sur la consommation de produits laitiers, c'est la même chose. Et là, d'ailleurs, il suffit de revenir à la nature. Parce que moi, c'est ça que j'adore avec le discours de certains chasseurs et certains défenseur de l'élevage industriel, c'est la nature, c'est comme ça. Ben justement, regardons la nature. Dans la nature, quelle autre espèce que l'être humain boit du lait à l'âge adulte? Aucune. Oui, c'est un peu du lait d'une autre espèce en plus. Aucune, ça n'existe pas. C'est-à-dire que effectivement, tous les mammifères du monde boivent du lait et ont besoin de lait pour survivre à la naissance. Jusqu'au sevrage, ils boivent le lait de leur mère en l'occurrence. Donc oui, l'être humain a besoin de lait dans les premiers mois de sa vie,
il a besoin du lait de sa mère ou d'un lait de substitution si la mère ne souhaite pas allaiter. Ça, c'est vrai. Mais à partir du moment où on est sevré, à partir du moment où on est adulte, on n'a plus besoin de lait pour être en bonne santé. Et ça, il suffit de regarder la nature autour de nous pour le savoir. Et ça a même plutôt tendance à nous causer des problèmes de santé, tout ce qui est produits laitiers. Et quand on entend aussi qu'il faut manger beaucoup de viande et de poisson pour être fort, pour être costaud, il y a aussi des liens à étudier entre la mise en valeur de la masculinité très forte, triomphante, et la consommation de viande. Moi, je me rappelle de ma grand-mère, paix à son âme, qui est décédée il y a à 100 ans, qui ne mangeait jamais de viande, ou quasiment jamais, qui mangeait très peu de poisson. Mais par contre, moi, son petit-fils, il fallait que j'en mange à tous les repas, parce qu'il fallait que je sois fort. Il fallait que je sois fort. Et pour être fort, mon fils, il faut manger de la viande. Elle disait pas la même chose à ma sœur. Elle disait pas la même chose à ma sœur. Et donc, il y a aussi ce lien-là à étudier et à prendre en perspective, le lien entre la valorisation de la force masculine et la consommation de produits animaux. Mais bon, je m'égare un peu. Non, mais c'est tout à fait vrai. Juste quelques petits faits là-dessus. Ouais. Tout d'abord, si on regarde l'histoire, justement, longue histoire d'Homo sapiens, quand on dit on a toujours mangé beaucoup de viande, en fait, c'est complètement faux. 95% de notre histoire, on était à environ 90% d'origine végétarienne. Les chasseurs-cueilleurs, notamment, ils cueillaient beaucoup plus qu'ils chassaient. Et en plus, même souvent, leur alimentation animale, c'était plutôt des cadavres qu'ils trouvaient, etc. Le Néandertal mangeait beaucoup de viande, mais c'est quand même, c'est un peu une exception. Donc, c'est pas du tout vrai qu'on a toujours mangé beaucoup de viande. Ce que tu disais sur les études scientifiques, il y en a qui sont extrêmement poussées. Il y en a une que je cite souvent, qui a étudié pendant 18 ans, qui a suivi pendant 18 ans 100 000 personnes et qui a montré que le risque annuel de mortalité était augmenté d'environ 15%, donc le risque, chez les gens qui consommaient de la viande 5 jours par semaine. Et alors, il y a un truc assez drôle que j'ai trouvé, c'était une compagnie d'assurance britannique qui donnait, je crois, 30% de réduction sur l'assurance vie aux végétariens. Alors, ils font les calculs, ils ne se trompent pas. Et alors, justement, cette désinformation que si vous n'avez pas de viande, vous n'avez pas assez d'acides aminés essentiels, et tous les trucs. Il y a une étude de la FAO qui a évalué la teneur en protéines des 100 aliments les plus utilisés dans le monde. Et bizarrement, la première viande vient en 13e position. C'est la viande de porc avec 22% de protéines. Et vous avez le tofu qui est à 38%, la levure 45%, même les lentilles, comme tu disais, 28%. Après, vous avez le premier poisson, le thon, c'est 18%. Les œufs, ça tombe à 13% et le lait à 8%. Donc, c'est tout du baratin. L'histoire des acides aminés essentiels, il faut les 13 acides aminés. Tout ce que ressort l'industrie alimentaire et les recommandations, blablabla, depuis des années, c'est basé sur une étude faite sur des rats dans les années 30. Et en fait, si on mange vegan ou végétarien suffisamment pour qu'on est en bonne santé, qu'on n'a pas faim du matin au soir, nous avons tous les acides aminés essentiels. Donc tout ça, c'est complètement du baratin. Une autre chose sur le côté prédateur, on disait les animaux sont prédateurs, la lutte pour la vie, etc. Il y a un papier dans Nature qui a évalué de manière très scientifique le taux à quel point les animaux sont prédateurs, disons leur impact sur les autres espèces. Et de loin, on est le super prédateur par excellence. Donc ça, il n'y a pas photo à ce sujet-là. Et une autre référence scientifique plus récente dans Nature Environment qui a montré que si on passait à une alimentation basée sur des plantes, globalement, on récupérerait 15 ans d'émissions de CO2. C'est-à-dire que ça serait une des façons les plus aisées qui n'impliquerait pas de pas se déplacer, de pas faire ceci, faire cela, simplement d'arrêter de faire quelque chose qu'on peut très bien arrêter. Donc, ça n'implique pas de faire des choses absolument impossibles à faire, de plus jamais voyager, d'avoir que des vélos, même si on doit aller très loin. Il suffit de s'arrêter de faire du tort aux animaux et s'arrêter de consommer pour récupérer 15 ans d'émissions de CO2. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont là, qui sont des évidences et qu'on doit connaître et qui devraient jouer quand même dans ce débat si on veut faire usage un peu de la raison. Brigitte, est-ce que tu as à dire Ah ouais, bah moi que tu veux... oui. Non, moi je vous rejoins complètement tous les deux. Je trouve aussi ce que tu as dit, Hugo, sur la notion de plaisir, le fait de... c'est extrêmement culturel, en fait, parce que ce qui nous fait plaisir, c'est d'être ensemble, effectivement, autour d'un barbecue et tout ça.
Et c'est aussi un peu comme tu vas être fort parce que tu manges de la viande et tout ça. C'est notre manque d'imagination de se dire je peux consommer autrement. Et peut-être c'est là où on n'est pas bon quelque part dans le mouvement pour les animaux et de façon peut-être générale dans le mouvement plus vaste environnement écologiste, c'est d'offrir cette vision d'un monde futur qui est enviable pour tout le monde, où tout le monde va y gagner. Et on arrive assez peu à le mettre en avant. C'est-à-dire que les gens voient, enfin, quand on dit, bah voilà, est-ce que on ne pourrait pas vivre en cohabitation avec les autres animaux au lieu d'être de les utiliser en tant que ressources pour nous, tout de suite, les réflexions qu'on peut avoir, c'est ah bah là, vous vous rendez pas compte, du coup, on va être envahi par des animaux, ou alors ils vont tous disparaître, ou alors du coup, il y aura plus les animaux pour entretenir les paysages. Donc, imaginez donc ce monde de ronces auquel on se prépare. Il y a vraiment toute cette image qui est véhiculée, qui est entièrement fausse, et où nous, peut-être, on n'arrive pas à expliquer, à convaincre sur un monde où on peut vivre en harmonie avec les autres animaux, où on aura encore des espaces ouverts, on pourra encore éventuellement aller faire du ski ou des choses comme ça, et où il y a un réel manque d'imagination. Il y a une vue à très court terme aussi en disant mais alors vous allez mettre tous les éleveurs au chômage, les ouvriers d'abattoirs et tout ça, où c'est vraiment une vue comme si le couperet allait tomber demain matin, sans même penser d'ailleurs que même si ça arrivait, ça créerait bien moins de dégâts sur l'emploi que l'industrialisation de l'élevage en a fait jusqu'ici. Donc, c'est vraiment à avoir non seulement une vue à court terme, mais aussi pas la vue sur ce qui s'est passé depuis les années 70 où on a rationalisé l'élevage, où on a entassé toujours plus d'animaux dans toujours moins d'espace et où aujourd'hui, vous avez une personne seule qui peut s'occuper de 60 000 poules pondeuses. Donc, c'est juste complètement énorme. Et les bâtiments de poulet de chair aussi, les cochons. Enfin, on a vraiment entassé. Et je crois vraiment que on doit pouvoir montrer ce monde enviable. Alors, peut-être avec une première étape en disant, voilà, on va en finir déjà avec le pire du pire de ce qui arrive aux animaux, c'est-à-dire l'élevage intensif. Donc là où vraiment on a poussé à l'extrême ce qu'on peut faire endurer aux animaux en termes de promiscuité, voilà, pour les faire tenir ensemble, on va faire des mutilations, tout ce qui dépasse, paf, on coupe. Enfin, voilà, on a réussi à mettre ensemble des animaux dans un milieu qui leur est complètement hostile, de façon à les faire grandir très très rapidement avec ces sélections génétiques là qui nous fabriquent des poulets en 35 jours. Enfin 4 fois plus vite qu'en 1950. Enfin, vraiment, on a poussé à l'extrême l'utilisation des animaux aujourd'hui. Et donc, on a des véritables enjeux en termes de santé, tout ce que vous avez rappelé sur le fait qu'on peut aujourd'hui ne pas consommer d'animaux, consommer ni viande, ni poisson, mais aussi on peut se passer d'œufs et de lait. C'est encore fortement ancré et aussi véhiculé par des professionnels de santé en France, qu'on se mettrait en danger si on avait une alimentation végane. Oh là là, les enfants, machin. Alors que le problème n'est pas là. Le problème est aussi l'information, une information honnête des gens, de savoir qu'on a la possibilité de consommer autrement et de laisser cette porte ouverte. Et cette porte, elle n'est pas laissée ouverte. Et on le voit encore dans justement cette proposition de loi, ce projet de loi issu des travaux de la commission de la CCC, de la Convention citoyenne pour le climat, où leurs mesures sont balayées rapidement sur l'alimentation, sur l'option végétarienne, voilà, de laisser le choix au moins de Oui. pouvoir consommer. J'avais confronté une fois à un maire qui m'a proposé justement de mettre une option végétarienne. Et il me dit, mais nos diététiciens nous disent que, j'ai dit, écoutez, donnez-nous une étude
qui montrent qu'effectivement, c'est délétère à la santé humaine. Et puis, il y a aussi ça, moi je me rappelle, j'étais très choqué, j'étais dans un laboratoire pharmaceutique à attendre pour faire une prise de sang. Bon, il y avait des brochures, alors attention pour le diabète, ceci, cela. Puis il y avait, n'oubliez pas la viande. Je dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Quand je prends le truc, alors tous les bienfaits de manger de la viande, des vieux poncifs. Et je regarde derrière, c'était le syndicat des éleveurs français. Qu'est-ce que ça fait dans un laboratoire pharmaceutique qui a une pile de brochures comme ça? Et ce que tu disais à propos de mettre tout le monde dans la rue, celle qui était porte-parole de la FNSEA, avec qui j'avais eu un petit dialogue d'ailleurs très courtois, elle dit exactement ça, vous allez mettre 50 millions d'animaux dans la rue et tout le monde au chômage. Je dis, madame, vous savez très bien que dans le meilleur des cas, selon mes souhaits, ça se fera sur une génération, si on voulait vraiment fermer les abattoirs, ce que je souhaite beaucoup. Et de la même façon, et donc c'est une reconversion, c'est des nouveaux emplois dans le renouvelable, dans plein de choses. Tout comme on a fermé les mines de charbon, la plupart des filatures françaises ont fermé et les gens ne sont pas tous depuis complètement au chômage à mourir de faim dans les anciennes mines de charbon. Simplement, voilà, les sociétés évoluent. Il faut pas, les énergies fossiles vont finir quand même par disparaître. Et tout ça, ça se fait au fur et à mesure, mais il faut qu'il y ait une direction, une volonté, une compréhension, et non pas freiner des cas de fer pour empêcher que ça se passe. Mais ouais, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Mathieu, le développement de l'élevage intensif, c'est accompagné de destruction d'emplois dans le domaine de l'élevage. Ah bon, en plus? Plus les élevages sont gros en termes de production d'animaux, moins la main-d'œuvre engagée par animal est importante. Il y a besoin de plus de main-d'œuvre dans un élevage plein air pour un nombre d'animaux similaire à un élevage intensif. Brigitte le disait, dans des élevages qui ont des dizaines de milliers de poules, vous avez quelques employés, très peu. Donc le nombre d'emplois détruits par l'élevage intensif est beaucoup plus important que le nombre d'emplois qu'il a créés. Sur l'élevage porcin, par exemple, en une cinquantaine d'années, vous avez eu un basculement, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui beaucoup moins d'exploitations porcines, beaucoup moins de gens qui travaillent dans ces exploitations porcines. En revanche, vous avez beaucoup plus de porcs. Parce que voilà, les animaux sont tellement concentrés qu'il y a besoin de peu d'employés pour s'en occuper. Donc ça aussi, c'est un autre fantasme qu'il faut déconstruire. L'élevage intensif est l'ennemi de l'emploi pour les éleveurs. Plus vous avez d'élevage intensif, moins vous avez de travail dans l'élevage. Plus les exploitations sont artisanales de petite taille et donc nombreuses, plus il y a d'emplois. Et c'est important aussi de préciser que la souffrance animale dans les élevages intensifs s'accompagne de souffrance humaine. Et dans les abattoirs, les deux sont liés. Les deux sont liés. Je pense qu'un des métiers les plus difficiles du monde aujourd'hui, dans le monde moderne, le nôtre en France, c'est ouvrier d'abattoir. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai beaucoup parlé avec les ouvriers d'abattoir de longues heures qui m'ont raconté leur quotidien, qui m'ont raconté des souffrances généralisées à la fois physiques, parce que c'est un peu le dernier travail à la chaîne qui n'est quasiment pas mécanisé dans les abattoirs. C'est-à-dire que dans les usines automobiles, c'est les robots maintenant qui assemblent les voitures et puis les employés sont chargés de vérifier que les robots travaillent bien. Dans les abattoirs, ce n'est pas des robots qui tuent les animaux, c'est des humains. À chaque poste, c'est un humain qui coupe la tête, qui tranche la gorge, qui assomme, qui coupe les pattes, cornes, etc. Et la violence et la difficulté de ce travail est sans commune mesure avec les autres métiers qui existent aujourd'hui. Et donc, ce sont des gens qui souffrent systématiquement de maladies d'articulation, de chocs traumatiques, de plaies. Et ce sont aussi des gens qui souffrent de problèmes psychologiques très élevés. Il y a un taux d'alcoolisme, un taux d'addiction à la drogue dans les abattoirs qui est beaucoup plus élevé que dans le reste des emplois. Et les gens qui sortent des abattoirs et qui nous racontent, notamment un garçon qui s'appelle Mauricio, qui a travaillé 6 ans dans un abattoir à Limoges, il nous raconte, Mauricio, comment ça l'a détruit, comment ça l'a rendu violent, comment ça l'a rendu accro à la cocaïne. De la cocaïne qu'ils arrivent à se procurer pour pas très cher et qui s'envoient entre collègues pendant les pauses pour tenir jusqu'à la fin jusqu'à la fin de la rotation. Vous êtes, pardon pour les termes, toute la journée dans la merde, dans le sang, dans les cris, dans le stress, dans la mort. Voilà, c'est un métier où vous baignez dans la mort de 4 heures du matin à midi et demi tous les jours et où vous devez tuer une vache par minute. Voilà, donc c'est des gens qui souffrent aussi. Lutter contre l'élevage intensif, c'est lutter pour les humains aussi, pour les humains qui souffrent de ce système-là. Et les éleveurs ne gagnent pas avec l'élevage intensif. C'est un des métiers où il y a le taux de suicide le plus élevé. C'est des gens qui sont pris à la gorge, qui sont endettés, à qui on demande de produire toujours plus pour toujours moins. On fixe des prix au rabais. Ils sont obligés de travailler 80 heures par semaine pour même pas sortir un SMIC.
Donc, l'élevage intensif ne profite à personne. Il fait souffrir des animaux, il fait souffrir des humains et il produit de la nourriture de mauvaise qualité qui provoque des problèmes de santé. Les seuls qui s'en mettent plein les poches avec ce système-là, c'est l'agro-industrie, c'est les gens qui prennent leur marge dessus et qui sont écoutés encore aujourd'hui par les responsables politiques pour perpétuer ce système. Donc, tout le monde a intérêt à lutter contre l'élevage intensif, même les éleveurs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'éleveurs artisanaux. Moi, j'ai rencontré notamment un monsieur qui s'appelle Stéphane Dinard, qui fait du porc en plein air en Aquitaine, en Dordogne, et qui est dans l'illégalité d'ailleurs, parce qu'il abat lui-même ses cochons, parce qu'il ne veut pas les envoyer dans les abattoirs. Il dit, moi, je les ai élevés toute ma vie, toute leur vie sous des chaînes en plein air. Ça serait les trahir que de les mettre dans une bétaillère et les envoyer se faire tuer dans des usines où tous les autres animaux issus d'élevage intensif sont tués. Donc il les tue lui-même au fusil, il leur met une balle dans la tête quand il estime qu'il faut les commercialiser. Voilà. Mais c'est illégal aujourd'hui. Les éleveurs n'ont pas le droit d'abattre leurs animaux eux-mêmes. On n'a pas le droit d'abattre ses cochons, on n'a pas le droit d'abattre ses vaches. Et donc, ils risquent des procès, ils risquent des amendes parce qu'ils refusent l'industrialisation de la mort de ces animaux. Et ben, les gens comme Stéphane Dinard, alors après, on est d'accord ou pas avec le fait de manger de la viande, ça c'est un autre débat. Mais les gens comme Stéphane Dinard, ils en ont aussi ras-le-bol de se voir représentés dans les médias par la FNSEA, par les gens qui défendent les exploitations intensives et par les politiques qui laissent penser que c'est la seule manière d'élever les animaux. Mais c'est faux, c'est faux. Il y a des milliers de gens qui refusent l'élevage intensif. Alors en nombre d'animaux, ils ne représentent rien. C'est 1%, 2%, c'est microscopique. En tout cas, dans le porcin et la volaille, c'est microscopique, mais ça existe. Donc il ne faut pas non plus faire comme s'il n'existait pas et faire comme si ces gens-là approuvaient l'élevage intensif. Il y a beaucoup d'éleveurs qui rejettent l'élevage intensif. Et donc, c'est très important de toujours lier ces deux questions. Et juste pour rebondir, parce que il y avait une question dans les commentaires, là, je suis du coin de l'œil. Alors, ça s'engueule un peu et tout, mais il y a quand même des questions. Il y a quelqu'un qui dit vous êtes bien marrant, mais si vos ancêtres n'avaient pas mangé de viande, vous ne seriez pas là. Bon, Ah non, là, c'est un argument très intéressant parce qu'il revient très souvent. peux répondre à ça si vous voulez. Mais... Il y a effectivement des tribus préhistoriques qui étaient des tribus qui mangeaient quasiment que de la viande. Ça existe. Très peu, très peu. Très peu, mais ça existe. Voilà. Mais il y a aussi des tribus préhistoriques qui étaient cannibales. Là, ça existe aussi, hein. Ça existe, hein. C'est vrai. Donc, il y a aussi des tribus qui étaient végétariennes. Ça a été prouvé maintenant par plusieurs paléontologues. Alors, pourquoi pendant très longtemps on avait l'image de l'homme préhistorique qui ne mangeait que de la viande? Tout simplement pour des raisons de conservation, c'est-à-dire que quand vous allez sur un site préhistorique, vous retrouvez des ossements d'animaux, et donc on en conclut qu'ils mangent beaucoup d'animaux et qu'on a cette image de l'homme préhistorique qui ne mange que de la viande. Évidemment, les restes des végétaux ne se conservent pas. Les restes des végétaux consommés par les hommes préhistoriques ne sont plus là, ne sont pas analysables. Les os sont toujours là. Et donc, on peut avoir cette image décalée à cause de ça. Mais regardez, j'invite tous les gens qui suivent ce live à aller regarder le travail des paléontologues, à s'intéresser notamment à ceux du Muséum d'histoire naturelle qui font des recherches là-dessus. Il y avait des tribus végétariennes, il y avait des tribus cannibales, il y avait des tribus carnivores. Oui. Et il faut vraiment se baser sur le modèle préhistorique. Même en dehors de parler de tribus, globalement, on sait qu'avant la sédentarisation, il y a 10 000 ans, à part le Néandertal, l'Homo sapiens était 90% de l'alimentation d'origine végétale. Et dans ces 10%, il y avait beaucoup de trouver des animaux morts. Donc, c'est une image, comme l'homme préhistorique était fondamentalement violent, la moitié mourait de morts violentes qui s'entretuaient en se donnant des coups. Ça a été démystifié, c'est pas comme ça. Donc, revenons là-dessus. Et puis, basons-nous sur les études sérieuses. La vaste majorité de l'alimentation, 90%, était d'origine végétale. Point final. Et juste pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, je disais il y a deux moyens d'agir. Il y a la carte bleue à travers ce qu'on achète. Donc moi, je pense qu'il faut être dans une démarche très bienveillante et très ouverte. Il faut encourager toutes les personnes qui vont dans le bon sens, que ce soit des gens qui réduisent leur consommation de viande, un peu, beaucoup, énormément. Le fait de réduire sa consommation de viande et de poisson, c'est déjà très bien, c'est déjà une bonne chose, et il faut encourager ces gens-là. Il ne faut pas chercher chez les autres ce qu'il ne fait pas assez bien ou pas assez vite, parce qu'en culpabilisant ou en étant trop agressif, on peut décourager certaines personnes de s'engager et de modifier leur comportement alimentaire. Moi, je sais que quand je suis devenu végétarien, si on était venu me voir en me disant t'es un salaud, tu tues les animaux, t'es un criminel,
j'aurais probablement été un peu buté, je me serais un peu fermé, et j'aurais eu tendance à me défendre et à être dans un réflexe de défense parce que je me serais senti attaqué. Donc, moi, je prêche vraiment la bienveillance, et c'est pas Mathieu qui va me contredire, c'est-à-dire d'encourager, ni Brigitte d'ailleurs, d'encourager chaque bonne action, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'ampleur de cette bonne action. Si certains se sentent de devenir vegan, très bien, bravo. Si certains veulent devenir végétariens, très bien, bravo. Si certains veulent seulement arrêter le poisson et pas la viande, très bien, bravo. L'inverse, très bien, bravo. Réduire un peu, très bien, bravo. Voilà, encourageons-nous collectivement, allons tous ensemble dans le bon sens et chacun à son rythme. Voilà, et ne nous fixons pas d'objectifs inatteignables aussi, parce que moi, c'est ce que beaucoup, les gens, quand je les rencontre, ils me demandent qu'est-ce que j'aimerais arrêter complètement, mais j'y arrive pas. Moi, je réponds, déjà, réduis, ne te fixe pas des objectifs inatteignables parce que sinon, ça va générer de la frustration et de la frustration, rien de bon ne peut sortir. Tu vas tenir 2-3 mois en étant végétarien, tu vas reprendre à fond après. Donc, chacun son rythme et soyons bienveillants. Voilà. Et accompagnons aussi. Effectivement, il faut accompagner, et c'est ce que dit le référendum pour les animaux, il faut accompagner les éleveurs dans la transition, il ne faut pas les laisser dans la merde avec leurs dettes, avec leurs centaines de milliers d'euros de crédit sur le dos, il ne faut pas les laisser crever la gueule ouverte sans être soutenus par les pouvoirs publics, par l'industrie agroalimentaire, qui a sa responsabilité aussi. On nous dit souvent, mais qu'est-ce que vous dites aux éleveurs qui vont se retrouver au chômage si on ferme les élevages intensifs? Moi, j'ai envie de répondre, allez demander qu'est-ce que l'industrie agroalimentaire compte faire pour les aider. Parce que c'est cette industrie qui a mis les éleveurs dans ce système dont ils n'arrivent pas à se sortir aujourd'hui. C'est cette industrie qui a dit aux éleveurs, construisez toujours plus grand, achetez toujours plus de machines, élevez toujours plus d'animaux, et vous verrez, ça va être mieux. Ben non, c'est pas mieux. Et on le voit aujourd'hui. Non, c'est pas mieux. Il y a toujours plus de suicides, il y a toujours plus de faillites, il y a toujours plus de familles qui éclatent à cause de ce système-là. Donc il faut aussi mettre les responsables face à leurs responsabilités. Et ces énormes géants de l'agro-industrie qui ont fait des marges indécentes pendant des décennies sur le dos des éleveurs et des consommateurs, je pense qu'ils peuvent aujourd'hui aussi participer à cette transition, à rendre un peu la monnaie de la pièce aux éleveurs et les aider à aller vers des productions plus responsables. Et c'est tous ensemble, tout ensemble, qu'on arrivera à faire changer ça. Et en plus de la carte bleue, il y a aussi le bulletin de vote, il y a aussi la pression qu'on peut mettre en tant que citoyen, en tant qu'électeur, sur nos responsables politiques, d'aller voir nos députés, nos sénateurs, nos maires, nos élus pour leur dire la cause animale, ça compte pour moi. La cause animale, ça compte pour ma famille, ça compte pour mes amis. On est beaucoup à estimer que c'est un sujet important. Et si vous ne le prenez pas en compte, on saura ce qu'il faut faire. C'est aussi ça, c'est aussi comme ça qu'on arrivera à obtenir des avancées parce que le lobby de la chasse à courre, le lobby de l'élevage intensif, ils le font et ils ne se gênent pas pour le faire, d'aller voir les hommes politiques pour leur dire si vous faites quelque chose contre nous, on vous le fera payer. Et ben, je pense qu'il faut qu'on fasse pareil en étant bienveillant, pas en étant dans la menace, pas en menaçant de je ne sais quoi, en étant agressif, juste en disant ça compte pour nous cette cause animale, prenez-le en compte. Formidable. Bon, alors là, on ne risquait pas d'être à court d'arguments. Brigitte, un petit mot de conclusion? Complètement en raccord avec tout ce qui a été dit ici. Effectivement, continuer d'avancer dans la bienveillance, proposer des actions. Alors, c'est ce qu'on fait avec L214. Vous avez une lettre d'info formidable, fabuleuse, où on vous propose tout un tas d'actions à faire effectivement vers les politiques, mais vers les entreprises aussi. On a les actions express. Vous avez le site Vegan Pratique. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vegan Pratique, il y a plus de 500 recettes dessus, donc n'hésitez pas. Voilà. J'ai vu que dans les commentaires, on nous posait la question, mais comment vous définissez l'élevage intensif? Alors peut-être ça vaut le coup effectivement de le poser. L'élevage intensif, on le définit comme ces élevages où les animaux n'ont aucun accès à l'extérieur. Voilà, comme ça, c'est une définition qui est simple, qui est compréhensible par tout le monde. Et puis, pour revenir sur la condition des éleveurs, est-ce que, voilà, un chiffre, simplement, aujourd'hui, l'endettement moyen d'un éleveur de cochons, c'est 430 000 euros. Donc, je pense qu'il faut quand même le rappeler, c'est quand même énorme, malgré les subventions quand même massives qui peuvent arriver dans les élevages. Et puis tout à l'heure, vous avez parlé de avant, nos ancêtres, s'ils n'avaient pas mangé de viande, on n'en serait pas là. Moi, j'ai envie de dire, et alors, effectivement, à un moment, peut-être, pour certains de nos ancêtres, encore aujourd'hui, sans doute, dans certaines régions du monde, c'est une nécessité de consommer des animaux.
Mais aujourd'hui, ici, maintenant, on n'est absolument pas en situation de survie ou en situation de devoir se défendre ou en situation d'extrême nécessité. Et du coup, presque, je dirais l'inverse. Notre survie aujourd'hui, elle dépend du fait de ne plus manger les animaux. Voilà, on le voit avec les conséquences climatiques. On peut revenir sur le coronavirus là, qui arrive et qui nous a tous bouleversés très peu de temps, qui vient a priori d'un animal sauvage qui aurait été consommé. Il y a la question de la déforestation. En fait, on empiète de plus en plus sur les territoires d'animaux sauvages et donc on est de plus en plus en contact avec des virus qui pour eux sont inoffensifs et puis qui pour nous vont être mortels, ou en tout cas très graves. Et puis, il ne faut pas oublier que les élevages intensifs aussi, c'est des véritables bombes sanitaires voilà, où peuvent proliférer, se développer un certain nombre de virus, de bactéries, etc. Et puis, on a le phénomène d'antibiorésistance aujourd'hui, qui est un vrai sujet. On a aujourd'hui 12 500 personnes en France qui meurent de maladies qu'on savait soigner avant parce que nos antibiotiques ne font pas effet. Et l'OMS tire la sonnette d'alarme très fort. En fait, il y a énormément de scientifiques qui tirent la sonnette d'alarme. Mais justement, l'OMS, sur la question de l'antibiorésistance, dit qu'on sera 10 millions à mourir chaque année en 2050. J'allais dire dans les années 50, c'est vrai qu'on a passé un cap là, à mourir du fait de ne plus savoir se défendre contre des bactéries contre lesquelles on sait se défendre aujourd'hui grâce aux antibiotiques. Mais demain, ces antibiotiques ne seront plus efficaces parce qu'on les aura trop utilisés, notamment dans les élevages. Alors quand même, il faut être positif. Du plaisir, on va en prendre encore en mangeant et en mangeant autrement. Notre modèle alimentaire, il doit évoluer. Comme tu le dis, Hugo, il faut encourager chaque pas qui est fait dans le bon sens. Et justement, les pas, on peut aller jusqu'où on veut. Nutritionnellement, on peut aller vraiment jusqu'à ne plus utiliser d'animaux dans notre consommation quotidienne. Et donc, il y a plein d'informations aujourd'hui. Internet est quand même regorge de recettes, de conseils là-dessus. Voilà, avec L214, on a développé Vegan Pratique, mais il y a aussi d'autres associations qui proposent leurs propres choses. Donc voilà, continuons de travailler ensemble à un monde meilleur. Merci Hugo. Juste quelques petits mots pour conclure aussi. À propos des virus, justement, c'est quand même intéressant de voir, et je ne sais pas si on a vraiment fait suffisamment de rapprochement, c'est que depuis 30 ans, tous les virus dont l'humanité a beaucoup souffert, tous sans exception, le sida, l'Ebola, la grippe aviaire, la grippe bovine, le SRAS et le Covid viennent soit d'empiètement dans l'habitat des animaux sauvages, soit de l'élevage industriel. Donc, c'est quand même incroyable que tous ces virus qui ont été des crises sanitaires majeures viennent d'un rapport faussé et malsain aux animaux. Il y a aussi donc le rapport des Nations Unies qui dit que si d'ici 2050, on continue à augmenter la façon de consommer de la viande et du poisson, rien que ça nous empêchera de rester en dessous de 2 degrés, donc il y a de réchauffement climatique. Donc il y a tous ces facteurs-là. Et comme tu dis, essayer d'utiliser la bienveillance, c'est quelque chose de beaucoup plus constructif. C'est qu'effectivement, si on est émerveillé devant la beauté de la nature, la part sauvage du monde, si on est émerveillé quand même devant les animaux, parce que c'est vrai qu'il y a la biophilie, c'est qu'on a une affinité naturelle aux autres formes de vie, aux autres espèces. On voit la sympathie justement pour ces animaux qui se sont échappés. C'est tout à fait naturel. Et donc cet émerveillement, finalement, quand on est émerveillé par quelque chose, on ne va pas le détruire, on va le respecter. Si on le respecte, on est concerné par son sort. Si on est concerné par son sort, on va agir. Et donc, agissons tous ensemble de diverses façons, de diverses approches. Et merci de tout cœur d'avoir été avec nous ce soir. C'était un débat absolument passionnant. Et je vous remercie profondément et j'espère que nos auditeurs ont apprécié. Merci Mathieu, merci beaucoup. Salut Brigitte. Merci tout le monde. Et merci à tout le monde pour vos questions. On n'a pas pu répondre à tout, mais merci d'avoir été là. Merci Hugo d'avoir suivi les questions. Je ne sais pas comment ça marche, mais ça doit être intéressant. Au revoir tout le monde.